Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour célébrer la littérature russe mise à l'honneur cette année à Livre Paris, j'ai envie de vous proposer une petite sélection de livres d'autrices russes. Parce que des auteurs russes, on en connaît tous et toutes, mais que c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à des conseils d'autrices russes, alors du coup, aujourd'hui on essaye de remédier à ça. J'aurais bien évidemment aimé pouvoir tous les lire avant de faire cette vidéo, malheureusement ça n'a pas été possible. Ouais, des fois la vie c'est comme ça, tu planifies des trucs et puis finalement t'as pas le temps. Qu'à cela ne tienne, je souhaitais vraiment que cette vidéo sorte avant Livre Paris pour que vous puissiez avoir des idées, des conseils et peut-être des envies en vous rendant au salon si vous y allez. Et si vous n'y allez pas, pas de panique, il y a toujours les médiathèques et les librairies si jamais vous avez tout de même envie de participer. On va commencer par un énorme fail en ce qui me concerne, j'ai envie de vous présenter La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch, qui est paru chez Actes Sud et qui résulte d'un de vos conseils. Un fail parce que je n'ai absolument pas eu le temps de le lire, que je ne peux pas vous le présenter si ce n'est en vous montrant la couverture. En revanche, sachez que Svetlana Alexievitch, c'est une autrice qui a publié beaucoup de romans extrêmement engagés, politiquement très marqués. Dans ces romans, on va retrouver la terreur de la Seconde Guerre mondiale, la chute de l'URSS, mais aussi la catastrophe de Tchernobyl. C'est une autrice qui a écrit sur des sujets qui fâchent avec ses tripes et son cœur, et ça promet. Je pose des questions non sur le socialisme, mais sur l'amour, la jalousie, l'enfance, la vieillesse, sur la musique, les danses, les coupes de cheveux, sur les milliers de détails d'une vie qui a disparu. C'est la seule façon d'insérer la catastrophe dans un cadre familier et d'essayer de raconter quelque chose, de deviner quelque chose. L'histoire ne s'intéresse qu'aux faits. Les émotions, elles, restent toujours en marge. Ce n'est pas l'usage de les laisser entrer dans l'histoire. Moi, je regarde le monde avec les yeux d'une littéraire et non d'une historienne. Alors oui, je vais lire cet ouvrage parce qu'il s'agit d'un des ouvrages de la première autrice russe à être récompensée du prix Nobel de littérature, et c'était en 2015. J'ai été un peu ambitieuse, j'ai pas eu le temps de le lire, mais je vais le faire, c'est sûr. Et vous l'avez lu? Le deuxième livre que j'ai envie de vous présenter est un tout petit machin. Il s'agit de Soniechka de Ludmila Ulitskaya, et c'est un tout petit livre qui va nous raconter la vie de Tania, qui est une jeune femme qui adore lire, qui se réfugie en fait dans sa solitude et dans ses lectures, et qui va trouver l'amour auprès de Robert, son mari, mais au sein de ce couple bien rodé dans cette maison en paix, Jazia, une jeune fille fantasque et mythomane, va s'immiscer et créer un peu la zizanie. C'est un tout petit roman sous forme de huis clos, j'imagine, je ne l'ai pas encore lu, celui-là je me le garde spécifiquement pour le train pour aller à Livre Paris. A priori dans cet ouvrage-là, on va surtout m'expliquer comment la lecture peut être un bonheur solitaire, et bizarrement, je sais pas pourquoi, mais ça me parle. Vous l'avez sans doute vu traîner dans la bibliothèque derrière moi, et oui, j'ai emprunté la brique qu'est La maison dans laquelle de Maria Pietrosian. Un livre que l'une d'entre vous m'avait conseillé et sans me prévenir que c'était une bricasse. Dans la maison, vous allez perdre vos repères, votre nom et votre vie d'avant. Dans la maison, vous vous ferez des amis, vous vous ferez des ennemis. Dans la maison, vous mènerez des combats, vous perdrez des guerres. Dans la maison, vous connaîtrez l'amour, vous connaîtrez la peur. Vous découvrirez des endroits dont vous ne soupçonnez pas l'existence. Et même quand vous serez seul, ce ne sera jamais vraiment le cas. Dans la maison, aucun mur ne peut vous arrêter, le temps ne s'écoule pas toujours comme il le devrait, et la loi y est impitoyable. Dans la maison, vous atteindrez vos 18 ans transformés à jamais et effrayés à l'idée de devoir la quitter. Cet ouvrage-là va être un sacré défi de lecture, a priori c'est un conte fantastique qui va me parler du passage de l'enfance à l'adolescence, voire de l'adolescence à l'âge adulte, avec énormément de suspense. A priori, c'est un livre ovni, et quand on y entre, on ne peut plus en ressortir. Allez, je vais enfin vous parler d'un livre que j'ai lu, que j'ai fini et que j'ai beaucoup aimé, et il s'agit du Temps des femmes de Elena Tchijova, roman qui a été publié aux éditions Noir sur Blanc et qui a été traduit du russe par Marianne Gourg-Antushevich. Je vous l'écrirai. Ce roman place son intrigue principale dans la Russie totalitaire des années 1960 et nous sommes dans un appartement partagé par 4 femmes plus une jeune fille. C'est un roman choral, c'est un roman à 5 voix, dont une plutôt muette puisque la petite fille qui habite avec sa mère et 3 vieilles dames qu'on appellera les grands-mères
n'arrive pas à parler, ne parle pas. À travers le regard de sa mère ouvrière et travailleuse, à travers le regard de ces 3 vieilles femmes qui vont l'élever comme des grands-mères et qui ont connu le pire pendant la guerre, l'autrice rend hommage aux femmes russes, à leur courage, à leur dignité, à leur persévérance. Dans un roman qui est tellement vivant et tellement humain qu'il a immédiatement été adapté en pièce de théâtre, et je peux vraiment comprendre pourquoi. Tout est affaire de dialogue, tout est affaire de relations entre les personnages. En lisant ce roman, j'avais vraiment l'impression d'être une petite souris sur la table d'un appartement où 5 femmes vivaient bon gré mal gré, et c'était extrêmement puissant à lire parce que finalement je ne savais plus tellement où me mettre, et il y avait beaucoup de non-dits dans les dialogues même entre les différentes femmes, beaucoup de non-dits dans les descriptions, beaucoup de choses qui m'ont été balancées au visage sans que vraiment je sois avertie. C'est un roman qui peut paraître léger, qui peut paraître peut-être facile, mais il y a beaucoup de choses dans les non-dits à assimiler et à digérer en fait, parce que les années 60 en Russie c'est pas marrant. Si vous cherchez une lecture puissante qui vous parlera des femmes russes, bah il est là. Je suis actuellement en train de lire tout doucement et jour après jour les nouvelles de Irène Nemirovsky qui sont rassemblées sous l'intitulé Dimanche aux éditions Stock dans l'édition que j'ai empruntée à la médiathèque. Et là, on est sur un coup de cœur littéraire, c'est absolument magique. Alors déjà, grâce à ce roman, je découvre une femme, une grande femme, Irène Nemirovsky, qui est née en 1903 à Kiev et qui est décédée en 1942 à Auschwitz. Et pour les quelques nouvelles que j'ai lues pour l'instant, elle arrive à mêler dans son écriture l'humanité qu'elle a pu connaître et la déshumanité qu'elle a forcément vécue à partir des années 30 quand elle a commencé à écrire. Dans ces lignes, il y a également beaucoup de non-dits, beaucoup de laissés pour comprendre, et c'est absolument magnifique. C'est empreint d'une très grande sensibilité. Chaque nouvelle est capable de tisser des relations entre les personnages qui sont extrêmement palpables et pourtant qui ne sont pas dites. Je pense notamment à la grande thématique des relations entre une mère et sa fille, qui est un petit peu un fil directeur dans toutes les nouvelles. Et ces relations, elles sont peintes sur un contexte politique bien particulier, celui des années 20-30. C'est lourd, c'est très lourd, et pourtant c'est magnifique à lire. Peut-être à lire à dose thérapeutique comme je l'ai fait, c'est-à-dire une nouvelle tous les jours, ou une nouvelle tous les 2 jours, le temps de pouvoir se l'encaisser. Mais c'est une très belle littérature que je vous recommande grandement. Si vous avez envie de découvrir Irène Nemirovsky plutôt sous la forme d'un roman, et bien dans ce cas-là, je vous conseille Le Bal. Et on va enfin finir avec 2 autrices qui seront au Salon du Livre. Je commence par celui que j'ai lu et fini il y a très peu de temps, et il s'agit de Camarade Anna de Irina Bogatyreва. Irina Bogatyreva, c'est une jeune autrice russe qui a le vent en poupe en ce moment, qui est très prolifique, qui a rencontré un franc succès chez elle, et Camarade Anna, c'est tout simplement son premier roman traduit en langue française. Je vous laisse avec l'autrice parce que quoi de mieux qu'une autrice pour présenter son œuvre. Здравствуйте, меня зовут Ирина Богатырева, я писатель, музыкант, путешественник, и сегодня я бы хотела представить мою книгу, которая называется «Товарищ Анна». О чем она? Собственно, само название «Товарищ Анна» говорит о том, что в ней есть какой-то флёр советского прошлого. Действительно, это только отголосок, потому что книга не о советском прошлом, не о том времени, не о тех людях. Она о наших современниках, молодых людях, молодых москвичах, которые занимаются тем, что они реконструируют прошлое, реконструируют революцию. Возможно, это отголоски исторического реконструкторского движения, но для них, помимо этого, их увлеченность революцией – это увлеченность некими идеалами. Дело в том, что это ни для кого не секрет, что советское время было полно именно идеологии и очень точно выстроенной символики. Так получилось, что до сих пор это все сопровождает нас. Мы даже не замечаем этого, к сожалению, мы живем в этом, и это прошлое никак не уходит от нас, оно наоборот имеет тенденцию возвращаться на новом уровне, так скажем. Вот именно об этих символах, заложенных в нашей российской жизни, эта книга. Ну, помимо этого, естественно, она о любви. Как иначе, потому что книга именно о молодых людях, об их поиске и об конфликте, который возникает на основе разных представлений об идеалах. J'ai vraiment passé un très bon moment avec ce roman qui était ultra accessible, qui dissèque la société actuelle en Russie, qui dissèque surtout les jeunes et la manière dont ils vont se rêver, les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent aussi.
C'est un roman qui ne prend pas de pincettes, qui va vraiment très fort sur ses personnages, et j'ai trouvé ça vraiment très bien équilibré. Il y a beaucoup de passages que j'ai aimés. J'ai beaucoup aimé l'écriture, vraiment dès les premières pages je savais que j'avais affaire à un très beau roman. En revanche, la sauce n'a pas forcément pris sur la grande histoire d'amour entre Valia et Anna, tout simplement parce qu'au bout de 10 pages, on comprend très vite que Valia n'a aucune notion de ce que c'est que le consentement. C'est un petit peu gênant, mais si vous arrivez à passer au-dessus, franchement vous aurez affaire à un très beau roman. Et le dernier livre que j'ai envie de vous présenter, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas trop à quoi m'attendre si ce n'est peut-être à une lecture totalement déjantée, et il s'agit de L'Organisation de Marina Galina, publié dans cette collection ici chez 10-18 au format poche, et initialement en grand format aux éditions Agulot, une petite maison d'édition bordelaise que j'aime particulièrement. Ce roman est sous-titré « Saga triste et fantastique de l'époque de la stagnation ». Tout un programme. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais honnêtement quand j'ai lu Ghostbusters soviétique à l'arrière, déjanté et hilarant, j'ai pas eu besoin d'arguments supplémentaires parce que je trouve ça intéressant de réaliser que la littérature russe est une littérature qui n'est pas enfermée dans des carcans de genre. Oui, il y a de la littérature SFFF aussi, de l'autre côté de l'Europe. Une position géographique n'implique pas nécessairement une teinte littéraire, et j'avais très envie de découvrir cette nouvelle teinte dans la littérature russe. On me promet une aventure épique aux côtés de Rosa, une jeune femme de 17 ans qui va découvrir des choses plutôt étranges dans son nouveau travail. On me propose des cadavres mutilés, des parasites non biologiques qu'on appelle des démons, une course-poursuite, des aventures. Mais oui, celui-là aussi je l'emmène au salon. Voilà pour ma sélection, en tout cas voilà pour les livres que j'ai réussi à trouver autour de chez moi et dans les librairies suite à vos conseils. D'ailleurs je vous remercie infiniment parce qu'ils étaient d'une grande richesse, ils m'ont beaucoup aidé. J'ai vraiment envie de vous reparler encore une fois de littérature russe, notamment autour de ces grandes autrices, ce que je ferai sous la forme d'un podcast plus particulièrement pour le 3e épisode des causeries, mais d'ici plusieurs jours, voire 1 ou 2 semaines, parce que là j'ai pas eu le temps. N'hésitez pas à me faire vos recommandations en commentaire parce que oui, forcément, j'en ai loupé quelques-unes, et à aller visiter le tableau Pinterest que je vous ai mis ici où j'ai référencé tous les conseils que vous m'avez donnés. Et oui, du coup, je continuerai de l'alimenter selon les commentaires que vous mettrez. Pour des raisons de praticité et d'ignorance, je n'ai choisi que des romans, des nouvelles ou de la poésie. Je n'ai pas réussi à trouver d'autrices russes de bande dessinée ou de romans graphiques. Surtout si vous avez des références, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on pourra les ajouter à la liste. En attendant de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires, je vous souhaite un très bon salon si vous y allez, de très bonnes lectures par procuration si vous n'y allez pas. Je vous laisse bouquiner, et moi je retourne lire tous ces trucs que j'ai pas finis. Paka!